2, tu l'auras. Madame Costedois défendra le pour et Monsieur Seda défendra le contre. Nous démarrons le chronomètre à votre premier mot. Vous avez 5 minutes. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête la vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas très certain. C'est ainsi que débute la fable du petit poisson et du pêcheur de Jean de La Fontaine. Poète français du XVIIe siècle, de grande renommée, membre de la prestigieuse Académie française. Grâce à la visée morale de ces textes, les fables de La Fontaine sont considérées comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Et en matière de petits poissons, Jean, il s'y connaît. Jusqu'en 1671, il était maître des eaux et des forêts. C'était la personne chargée, sous l'Ancien Régime, de surveiller et de contrôler un territoire mis à disposition de ses habitants par le roi. Or, une ordonnance d'août 1669 faisait obligation aux pêcheurs de rejeter, sous peine d'amende prononcée par le dimètre, les poissons trop petits. Ce qui paraît être folie aux yeux de La Fontaine, qui doit pourtant faire appliquer ce texte de par sa charge. Un carpeau, qui n'était encore que frottin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme, en voyant son butin. Voilà un commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Et oui, si le pêcheur avait bien conscience de quelque chose, c'est de l'incertitude de son futur. Pourquoi se priver d'un carpeau aujourd'hui, alors qu'il n'est pas sûr d'avoir une grosse carpe demain? Le pêcheur ne peut pas être un procrastinateur. Pêcher est son métier. Rejeter un carrefour à la mer serait synonyme de futur probablement amer. Sachez-le, la procrastination, c'est mal. N'en déplaise à mon cher contradicteur, qui en est pourtant adepte, il n'y a qu'à voir l'état de son appartement. Certes, comme le disait le philosophe Sénèque, celui qui donne vite, donne 2 fois. La générosité de celui qui donne de bonne grâce et sans réserve équivaut à un double don par rapport à celui qui donne de mauvaise foi. Mais tant que l'on ne donne pas, nul ne peut être sûr de ce que l'on nous donnera effectivement. C'est là que j'en viens à louer les libéraux qui affirment le caractère absolu de la propriété. Lorsque je suis propriétaire, je tiens à le rester. Et grâce à ce caractère absolu, je sais que je le resterai tant que je ne promettrai pas à un autre « tu l'auras ». Ainsi, remercions ensemble l'article 544 du Code civil qui consacre ce caractère absolu. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. » Oui. Le gain du pêcheur était bien maigre. Mais au moins, son gain était là, certain. Le mieux est l'ennemi du bien. Ou, pour rester dans le registre marin, comme le dit le proverbe irlandais, une truite dans la marmite vaut mieux que 2 saumons dans la rivière. Faisant ainsi écho au bien connu proverbe congolais, la mangouste dans la marmite vaut mieux que l'antilope dans la savane. Au risque de naviguer trop terre à terre, rappelons la temporalité de l'existence individuelle. Cette temporalité a été rappelée par Pierre de Ronsard en finissant son poème Mignonne, allons voir si la rose par Cueillez. Cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Puisque nous ne sommes que de passage sur terre, nous n'avons pas de temps à perdre,
Il convient de savourer l'instant présent et de faire fi des promesses d'aucuns dont on ne sait s'ils les tiendront ou pas. Carpe diem. Tiens, chers contradicteurs, je vous laisse la parole, mais n'oubliez pas que cette fois-ci, cela est certain, je l'aurai à nouveau. Enrico Macias a déclaré « Donnez, 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 donnez-moi, donnez, 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 Dieu vous le rendra. » On ne s'en rend pas compte, mais de belles images se cachent parfois derrière certains titres multidiffusés sur Nostalgie, comme ce « Dieu vous le rendra », qui prend notamment ses sources dans l'Évangile selon saint Marc. Au-delà du clivage entre chrétiens et non-chrétiens, cette formule dispose d'un message qui rassemble. Un message de confiance, d'espérance dans l'avenir. D'où l'emploi du futur « Dieu vous le rendra ». Ce futur que l'on retrouve aussi dans justement cette expression « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Mais ici, « tu l'auras » est plutôt symbole de doute, d'incertitude, voire même peut-être de trahison. L'idée serait de se contenter de sa situation actuelle et faire le choix de ne pas la remplacer pour une hypothétique situation future, fût-elle 2 fois meilleure, puisqu'on parle bien de deux tu l'auras. Ainsi, pour démonter une expression populaire, comme je m'apprête à le faire, il est intéressant de l'illustrer par des références elles-mêmes populaires. Enrico Macias. Si on prend une autre chanson d'Enrico, il déclare « Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays ». Mais ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas le sujet. C'était pas le sujet non plus. Par contre, ensuite, il déclare « Quand un garçon leur fait la cour, il sait déjà qu'il n'aura rien de leur amour la première fois. Il doit s'engager, il doit se mériter la main qu'il détient déjà dans sa main. » Ainsi, au-delà des frontières du pays de Sir Enrico, le thème de la naissance de l'amour, de la séduction est universel. Et dans ce contexte, le fait de préférer un tien à deux tu l'auras, et donc de dénigrer l'incertitude future, l'incertitude dont vous avez parlé longtemps, mademoiselle, le fait de dénigrer cette incertitude future dans le domaine sentimental est une grave erreur. Dire que l'on préfère à tout prix ce qui est acquis signifie que l'on n'espère plus grand-chose. Et, or, comme disait Stendhal, il suffit parfois d'un petit degré d'espérance pour causer la naissance d'un grand amour. La séduction. La séduction dont vous nous avez parlé, mademoiselle, dont vous avez parlé de Ronsard. Carpe diem, certes, mais mignonne dans le voir si la rose. Séduit. Nous avons donc à séduire la mignonne pour arriver à nos fins. Et justement, dans le roman Belle du Seigneur d'Albert Cohen, ce chef-d'œuvre de la littérature amoureuse, le héros, Solal de Solal, est un riche diplomate officiant à la Société des Nations, la plus grande institution diplomatique d'entre-deux-guerres. Il est beau, il a une situation, il a du charme, pourtant il va jeter son dévolu sur une femme, Ariane, une femme mariée qui dans un premier temps le repousse. Mais il arrivera à ses fins, et au final naîtra de cet amour une véritable passion bien plus importante que toutes celles qu'il aurait pu avoir avec ses autres courtisanes. Il ne s'est pas contenté de ce qui lui était offert, il est allé plus loin, vers un futur incertain en utilisant la séduction. Vous l'avez compris, ce soir je vous livre l'éloge de l'incertitude, mais tout cela de manière résolument optimiste, car il ne faut jamais perdre de vue que le fameux « tu l'auras » peut être accessible à tous. D'où l'importance de la foi. La foi en Dieu, la foi en la patrie, la foi en l'homme. C'est la foi qui a poussé la construction de chefs-d'œuvre architecturaux, gothiques et romans. C'est la foi qui a poussé la résistance à se lever contre l'envahisseur nazi. C'est la foi qui a permis au peuple opprimé de s'émanciper. Vous ne m'en voudrez pas d'utiliser ainsi l'anaphore, même si je sais que celle-ci a quelque peu perdu ses lettres de noblesse depuis moi, président de la République. Toutes ces raisons font qu'il est jouissif de tordre le cou à cette expression consacrée à tort. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Aujourd'hui, je me place en véritable pourfendeur de cette idée linguistique reçue, en destructeur de ce consensus proverbial. Alors certes, mademoiselle, vous l'avez noté, on trouve cette formule dans la fable de La Fontaine, le pêcheur et le poisson. Évidemment, déjà d'une part, et vous l'avez souligné, ce pêcheur contrevient aux règles de la pêche puisqu'il a une certaine taille de poisson que l'on doit rejeter. Et je suis moi-même lecteur de Chasse, Pêche, Nature et Tradition depuis 1982. D'autre part, je pense qu'il est dangereux de prendre au pied de la lettre toutes les fables de La Fontaine. Vous avez dit que c'était un auteur illustre. Cependant,
Doit-on prendre au premier degré le loup et l'agneau, quand la morale est la raison du plus fort et toujours la meilleure? Doit-on prendre au premier degré les animaux malades de la peste, lorsque la morale est qu'un souffre-douleur, qu'un bouc émissaire arrange bien les choses? Je ne le crois pas. Le travail serait long si on voulait rayer toutes les expressions absurdes à la moralité douteuse pourtant entrées dans le langage courant. Par exemple, pas vu, pas pris. Pour parler du président de la République dont je parlais tout à l'heure, il aurait bien aimé que cette formule s'adresse à lui. Pas de chance, Closer était dans les parages. Parfois, ces expressions absurdes ont même une origine biblique. Si l'on te frappe sur la joue gauche, tends l'autre joue. Exemple de virilité. Et là, je m'adresse aux hommes dans cette salle. Messieurs, si au cours d'une soirée un peu arrosée favorisant l'apparition de blagues potaches, vous êtes vous-même victime d'un violent chabit, broyant la testicule gauche, allez-vous tendre la testicule droite? Je ne le pense pas, mais ça vous ne pouvez pas comprendre, mademoiselle. C'est vous qui avez dit oui, hein. Donc, mais par contre, au sujet de la Bible, si on s'attarde un petit peu, on peut trouver une démonstration éloquente du fait que deux tu l'auras valent mieux qu'un tien. C'est la parole des talents dans l'Évangile selon Matthieu. Le message de cette parabole est que les dons reçus de Dieu doivent permettre de faire grandir son royaume. L'histoire la voici. Un homme décide de partir en voyage et donne ses biens, confie ses biens à ses serviteurs. Le premier serviteur reçoit 5 talents. Le deuxième serviteur en reçoit 2, le troisième serviteur en reçoit un seul. Le premier serviteur, avec ses 5 talents, décide de les faire valoir, de les faire fructifier. Ainsi, il gagne 5 autres talents. Le deuxième serviteur en fait de même, il gagne 2 autres talents. C'est-à-dire que le troisième serviteur décide, lui, d'aller enterrer son talent dans la forêt, par peur, ne voulant pas prendre de risque. Lorsque le maître rentrera, il félicitera chaleureusement les 2 premiers serviteurs, mais blâmera le troisième, qui n'a pas pris de risque, qui est resté avec seulement 1 talent. Ce troisième serviteur fut donc blâmé car il a fait preuve de peur, de manque d'initiative, de manque d'ambition, car il a pensé qu'un talent présent valait mieux que 2 talents futurs. Maintenant, sur le plan juridique, sur le plan plutôt civiliste. Je ne suis pas civiliste moi-même, je pense que vous y connaissez plus que moi en la matière, mademoiselle étant vous-même privatiste, et car comme vous l'avez compris, je connaissais déjà ma contradictrice avant cette plaidoirie, avant cette joute, car je ne joute pas le premier soir. Donc l'article 1589 du Code civil dit que la promesse de vente vaut vente. Ainsi, un tu l'auras correspond à un tu l'as et à un tien. Et donc, 2 tiens valent forcément mieux qu'un tien. Je te promets le bien, nos volontés se sont accordées, dit le juriste. Je te promets le sel au baiser de ta bouche, dit Johnny Hallyday. Pourquoi cette transition aussi violente, me direz-vous? C'est parce que Johnny a une fille qui s'appelle Laura, piètre actrice, mais bénéficiant professionnellement de Laura, de son père Johnny, et de Laura, de sa mère Nathalie Baye. Et 2 Zora valent mieux qu'un seul piston. Je dis ça parce que je l'ai revu récemment au cinéma dans la biographie d'Yves Saint-Laurent, avec une autre fille d'eux, une certaine Marie de Villepin. Et quand on voit les prestations de ces 2 filles à papa, on se demande pourquoi le producteur ne leur a pas dit « ce rôle, ne pas dit à chacune, ce rôle n'est pas tien, tu l'auras quand tu auras pris des cours de comédie, ne serait-ce que par respect pour le métier d'actrice, et aussi pour laisser faire croire qu'il existe ne serait-ce qu'une once de méritocratie dans le show business français. » Après cette digression, j'aimerais conclure sur et résumer les idées d'espérance, de foi, d'ambition, de combat face à l'inertie que j'essaie de mettre en avant, et qui mieux que Démosthène lui-même pour les illustrer. Démosthène, en moins 351 avant Jésus-Christ, s'adresse ainsi à l'Ecclésia, afin de pousser les Athéniens à combattre Philippe II de Macédoine. Et il déclare en ces termes: « Philippe avait compris une chose, que les hommes décidés à affronter les périls et la fatigue dépouillent ceux qui négligent leurs intérêts. Vous aussi, Athéniens, épousez ces maximes. Lorsque chacun d'entre vous cessera de croire qu'il aura tout grâce à son voisin, alors vous rentrerez en possession de ce qui vous appartenait. Alors vous châtierez Philippe II. Qu'attendez-vous pour agir? Qu'attendez-vous, Athéniens, pour accomplir votre devoir?
tableau. Son phrasé subtil, mélodieux et taquin touche. Mais répond-il vraiment à la question qui nous anime ce soir? Assurément, ces arguments ne font pas mouche. Laissez-moi carte de lire. Je serai par vous repêché. Quelques gros partisans m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Et quel plat, croyez-moi, rien qui vaille. Mais le Carpeau a ici oublié qu'un bon chien vaut mieux que 2 gros rats. En effet, si j'attends et espère de mon attente 2 fois plus, comment puis-je être sûr de mon choix? C'est là tout le paradoxe du consumérisme qui consiste à consommer toujours et toujours plus. Faut-il réellement avoir pour tenir le cap? Je ne le pense pas. Mieux vaut se satisfaire d'un rire, d'une amitié complice, d'un amour passionnel, d'un iPhone 3GS. Mais revenons-en de nouveau à des considérations plus terre à terre. Le toyotisme. Le toyotisme, c'est cette façon, cette forme d'organisation du travail, d'origine nippone, qui prône la méthode du juste à temps. C'est une méthode qui permet une juste gestion du stock, en fonction non pas de l'offre, comme le fait le Fordisme, mais en fonction de la demande. On ne produit que ce dont on a besoin. Taishi Ohno, le célèbre fondateur du toyotisme, met ainsi au point un système de gestion simple, mais efficace, de par la dynamique qu'il insuffle. Maintenir une qualité optimale des produits, tout en évitant l'offre excédentaire. Rien qui vaille? Eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, dès ce soir, il fera froid. Dès ce soir, oui. Malgré notre mortalité, qu'est-ce que le temps pour le citoyen d'aujourd'hui? Avant tout, le chiffre indiqué sur le cadran de son téléphone portable. Et là, j'ai de nouveau envie de me référer au droit. C'est ainsi que Portalis a formulé juridiquement le problème du temps. Comment connaître et calculer à l'avance ce que l'expérience seule peut nous révéler? Dans le temps de la nature, le passé disparaît en laissant des traces plus ou moins fugaces qui finissent elles aussi par disparaître. Le temps du droit est à l'inverse, un temps fidèle. Il garantit la pérennité du droit et la pérennité des lois. Ce qui a été dit hier est encore valable aujourd'hui. Alors là, oui, forcément, face à cette pérennité, j'ai envie de faire des tonnes de promesses. Mais l'inflation juridique remet en cause tout cela, en ce qu'elle détruit le principe de sécurité, principe selon lequel les sujets de droit doivent pouvoir prévoir les conséquences juridiques de leur acte. Quand les lois et les règlements changent tout le temps, cette prévision n'est plus possible. Alors, pour faire face à l'obsolescence du passé et à l'imprévisibilité de l'avenir, adaptons à notre quotidien la méthode du toyotisme. Profitant de ce que nous avons, soyons heureux. Ne tombons pas dans l'utopie qui tente par l'imaginaire et par le rêve de dessiner les contours d'un monde harmonieux, monde que l'on ne pourra atteindre. Cultivons notre jardin, nous dirait Voltaire, à travers l'innocence de convives. Alors, chers contradicteurs, faites comme moi. Continuez, contentez-vous de vivre et contentez-vous de ce 8e de finale. Car sinon, à l'image d'Icare, à trop vouloir vous rapprocher du soleil, la finale, vous vous brûlerez les ailes. Un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux questions.
Seda, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Vous ne pensez pas qu'il faut quand même relativiser et se demander ce que l'on tient et ce que l'on peut avoir? Autrement dit, est-ce que on peut s'appliquer dans les mêmes termes suivant ce que l'on tient et ce qu'on espère? Ce qu'on tient et ce qu'on peut avoir. Ouais. Bien, écoutez... Bon, le poisson, à la limite, on peut dire on relève de petits poissons, on espère en avoir de gros. Ah oui. Alors, je peux concevoir une chose, c'est que ponctuellement, le fait de détenir quelque chose vaut mieux et on se satisfait volontiers de cette situation actuelle plutôt qu'imaginer une situation future. Par contre, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que la dimension qui se cache derrière le tu l'auras, l'espoir, l'espérance, est bien plus importante que le fait de détenir quelque chose sur le moment présent. En plus, je pense que si on prend certains exemples ponctuellement, ça peut se démentir. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux avoir un cancer maintenant que de possible plus tard? Et d'autant plus, voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Je préfère avoir la possibilité que ça n'ait pas encore lieu, ou alors que ça, le plus tard possible. Mais d'ailleurs, à ce sujet, comme disait Pierre Desproges, l'avantage de la science, c'est qu'aujourd'hui, chacun peut profiter de son cancer pendant 5 ans. Oui, vous avez cité Enrico Macias, puis vous avez cité aussi les formules de la Bible, je ne sais plus, l'évangile selon Matthieu. Est-ce que vous faites un parallèle entre Enrico Macias et Saint Matthieu? Enrico Macias est au-dessus. Hein. Un parallèle entre Dieu et Enrico Macias. Écoutez, j'avoue ne pas avoir étudié suffisamment en détail la biographie d'Enrico Macias, ni celle de Saint Matthieu d'ailleurs, mais je ne pense pas que les deux ont exactement le même faciès, pour des questions évidemment d'origine, mais je devrais dire que c'est pas la même culture, mais que Enrico Macias, sur le terrain de la popularité, et je pense que si on fait une soirée avec Saint Matthieu ou Enrico Macias, on est mieux qu'Enrico Macias. Vous connaissez à propos de Dieu la formule, celui qui revient du paradis, il dit j'ai vu Dieu, et l'autre il dit mais comment est-il? Il dit elle est noire. Pourquoi pas? Elle est noire. Oui, mais bientôt, elle est noire et elle est homosexuelle aussi, hein, sur le terrain, on va dire, progressiste actuel. Et un peu handicapé. Aussi, oui, c'est un quota. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de la formule de Pierre Rodin qui disait finalement, une petite annonce qu'il avait passée, petite annonce factice évidemment, échange femme de 50 ans contre 2 de 25. Eh bien, je me désole pour lui. Ce n'est pas heureux avec sa femme. Oui. Vous pensez qu'il vaut mieux en tenir une qu'en espérer deux? Écoutez, il vaut mieux tenir ce qu'on en a, si on n'en a qu'une, n'en tenons qu'une. Bon, d'accord. L'important c'est d'être heureux. L'important c'est d'être parole de sage. Celui qui donne vie donne 2 fois, c'est Sénèque, je crois, vous l'avez cité. Oui. Et si on donne lentement, alors qu'est-ce qui se passe? Si l'on le donne lentement, au sens de Sénèque, il emploie le mot vite comme de bon cœur. Avec, du coup, dans son sens, si l'on donne lentement, c'est que l'on donne de mauvaise grâce. L'amour lentement. Mais dans ce cas-là, mieux vaut le donner tout de suite. Si on donne la même chose, autant la donner dès le début. Ouais. Bien, il préfère que ce soit vite fait. C'est passionnel. Je suis désolée pour mon copain qui est présent dans la Je ne suis pas sûr, mais j'ai souvent entendu un bon tien vaut mieux que de tu l'auras. Pourquoi pas? Un bon tien, mieux vaut que tu l'auras. Parce que
Peu importe. Ok, merci. Non, l'important c'est qu'on l'ait, au moins on sait à quoi s'attendre et on peut anticiper l'avenir avec ce qu'on a. Vous avez parlé à un moment donné dans votre explication de ces filles qui ont eu la chance de rencontrer leur père dans l'industrie cinématographique. Oui. Moi, une question brûle, est-ce que vous êtes le fils naturel de Jacques Chirac? Que les pouvoirs me sont conférés, j'ai décidé de dissoudre le jury. Non, j'ai pas de question. C'est bon? Oh, merci.